Bienvenue sur Ici Beyrouth. Mon invité aujourd'hui est l'ancien ministre des Affaires étrangères et diplomate Nassif Hetté. Docteur Hetté, bonjour. Bienvenue sur Ici Beyrouth. Nous sommes ravis de vous recevoir. Nous voulons vous parler aujourd'hui de la politique étrangère du Liban. Donc, qu'en est-il de la neutralité, de la distanciation? Qui détermine aujourd'hui la politique étrangère du Liban? Merci bien pour m'avoir invité à partager avec vous mon analyse et ma lecture et les leçons que j'ai pu tirer et déduire de mon expérience diplomatique avant, même au sein de la Ligue arabe, à l'échelle internationale arabe, mais surtout, et j'insiste, surtout libanaise, en tant que ministre des Affaires étrangères, en tant qu'observateur, citoyen observateur concerné de l'évolution de la situation au Liban. Je voudrais tout d'abord commencer par 5 observations générales. Allez-y. Concernant le Liban. La géopolitique libanaise n'a pas beaucoup favorisé le Liban. Nous nous trouvons au cœur du fameux conflit israélo-arabe qui perdure depuis la création de l'État d'Israël, avec des hauts et des bas, mais nous payons souvent les pots cassés de ce conflit, de par cette position géopolitique qu'on n'a pas su gérer. Je parlerai de ça après. Deuxième point, la structure sociétale du Liban a fait qu'il y a vraiment, il faut le dire, moins qu'avant peut-être, ou plus qu'avant, certains le disent, mais il y a un changement dans tous les cas, mais ça reste. Cette structure sociétale fait qu'il y a des, comment dirais-je, des cassures verticales au Liban, des cassures sectaires verticales. Il faut appeler les choses par leur nom. Si on veut changer cette situation, il faut avoir l'honnêteté et l'intégrité intellectuelle de l'admettre. Et à partir de ça, il y a certaines alliances qui sont faites à partir de ces identités. De solidarité identitaire, pas seulement politique qui peut changer, solidarité beaucoup plus identitaire, stratégique et tout, ce qui parfois aboutit à paralyser l'appareil étatique au Liban et ne pas permettre à cet appareil étatique d'agir dans un sens ou dans un autre. On pourra en déduire plusieurs exemples et parler de plusieurs exemples. Troisième élément très important, il n'y a pas vraiment un consensus national sur ce que j'appelle les priorités nationales du pays. Quelles sont les priorités nationales? Quelle politique étrangère? Quels sont nos objectifs à l'échelle régionale, internationale et comment servir ces objectifs? Tant qu'on n'arrive pas à ça, on ne peut pas avoir une diplomatie réussie si on n'a pas un fondement de politique étrangère, une conception de la politique étrangère libanaise. Qu'est-ce qu'on veut de cette politique étrangère libanaise? Donc ça, c'est un élément assez important auquel il faut vraiment s'attaquer pour essayer de régler ce problème. On peut en parler de ça. Quatrième élément qui est très important, et je dis aussi, je commence par malheureusement, le Liban a toujours été une boîte postale, un champ de confrontation par procuration entre différents acteurs régionaux, internationaux, directement ou indirectement. Ce qui a facilité cette tâche, c'est cette vulnérabilité géopolitique, mais aussi sociétale et aussi politique au niveau du régime libanais, du système libanais, qui ont fait que nous avons toujours eu les bras ouverts, parfois pour mendier certaines ingérences qui peuvent être dans un certain moment du côté de ceux qui leur demandent et le lendemain ils sont contre ceux, ou que s'ils le font, d'autres le feront aussi. Donc cette ouverture, cette vulnérabilité, cette capacité d'attirer les ingérences est un problème majeur du pays. Voilà un tout petit peu quels sont ces éléments. Le dernier élément sur lequel je voudrais m'arrêter un peu, c'est ce fatalisme politique dans notre culture politique. Il y a un fatalisme politique, on n'essaie pas de trouver une solution à l'intérieur du pays. C'est vrai que le poids des facteurs externes sont très importants, pèsent lourdement sur l'équation libanaise intérieure et libanaise intérieure vers l'extérieur. Mais aussi, ce fatalisme politique veut que je regarde toujours vers l'extérieur. Est-ce que mon allié de ce moment, mon allié stratégique, mon allié de parcours ou de passage, puisse gagner le jeu et moi je profiterai à l'intérieur. Et chacun le fait d'une manière ou d'une autre. Ce qui crée une situation de paralysie totale et de dépendance totale sur le changement à l'extérieur. Je ne dis pas que les facteurs extérieurs, et je venais de le dire au début, ne pèsent pas lourdement, ils pèsent lourdement, mais nous facilitons beaucoup plus par cette culture politique que ces éléments soient pratiquement, pas seulement les éléments les plus importants, mais les seuls éléments qui pèsent dans l'équation de la restructuration du champ politique libanais. En parlant d'alliés, alors qu'est-ce que vous en pensez de la position libanaise par rapport aux tensions avec les pays du Golfe?
Regardez, mon avis a été toujours celui d'adopter une politique plus que distanciation, une politique, ce que j'appelle souvent de neutralité positive. C'est une neutralité politique, ce n'est pas une neutralité légale. Le Liban ne peut pas être considéré, ne peut pas devenir comme la Suisse ou la Suède. Nous sommes un pays arabe, membre fondateur de la Ligue arabe, mais ça ne veut pas dire que nous devons assumer tous les problèmes, tous les poids de la situation régionale seule. Justement, votre avis concernant l'initiative koweïtienne et l'initiative franco-saoudienne? Justement, je voudrais revenir maintenant sur cette question-là. Je vois que l'initiative koweïtienne, qui est une initiative qui a été présentée, comme le disait le ministre koweïtien des Affaires étrangères, au nom des pays du Conseil de coopération du Golfe et d'autres pays amis, à côté des questions de respecter le TAF comme la base de la nouvelle constitution et les autres éléments qui ont affaire à la nécessité de réforme avec un R majuscule au Liban, et le côté que le Liban cesse d'arrêter une plateforme pour lancer tout genre de missiles, politiques et autres que missiles, vers certains pays arabes. J'aime beaucoup l'analogie. Oui. Je comprends cette position. Ça ne veut pas dire qu'il faut que le Liban aille de l'autre côté ou vacille d'une situation à une autre, d'une alliance à une autre. Comme je dis, le Liban doit regarder tout d'abord vers sa famille arabe, vers le monde arabe, sans être un inconditionnel de certains politiques. C'est dans l'intérêt tout à fait stratégique libanais, dû à la structure sociétale avec ses répercussions politiques du Liban, que le Liban adopte une politique, comment dirais-je, équilibrée, d'engagement politique quand c'est nécessaire, mais de rester à l'écart de ces conflits directement et indirectement, parce que le Liban est amené à faire partie de ces conflits, pas par l'action de l'État, par des actions qui ne dépendent pas de l'État, qui vont au-delà de l'État. Voilà un tout petit peu ce que moi je prêche depuis longtemps, et c'est pour cette raison, quand j'étais ministre des Affaires étrangères, j'avais lancé l'idée d'essayer de développer un minimum d'accord national entre les différentes factions. On ne peut pas éliminer aucune faction. On peut ne pas être d'accord avec cette faction ou l'autre faction. Chacun est libre de sa pensée, de son point de vue. Je respecte tous les avis. Mais au niveau national. Et j'ai été à la Commission des Affaires étrangères en tant que ministre et j'ai dit, écoutez, je viens vous parler en tant que représentant de l'État libanais. Sur le terrain, peut-être vous êtes beaucoup plus fort que moi, mais moi je représente la légalité, la légitimité légale. Et pour cette raison, je vous demande d'essayer qu'on travaille ensemble avec ceux que vous représentez ici, et toutes les factions sont représentées, pour essayer de développer un minimum d'entente sur quelles sont les priorités de la politique étrangère libanaise et comment servir cette priorité. J'avais dit très simplement, je ne demande pas à une faction, j'ai même utilisé l'analogie de tomber amoureuse d'un certain pays qui a de bons rapports avec le Liban. Tout ce que je demande, s'ils sont contre ce pays, c'est d'adopter ce qu'on appelle une politique de confidence building measure, mesure de confiance par omission. Ne pas s'attaquer à ce pays. Ne pas s'attaquer à ce pays, c'est le minimum nécessaire qu'il faut faire. Je peux dire que je n'ai pas réussi, bien sûr, mais j'étais très archi-réaliste pour essayer que toutes les parties libanaises, toutes tendances confondues, soient d'accord, se mettent d'accord sur la définition des priorités libanaises, 1, et 2, qui est assez important aussi, qui n'est pas moins important que définir les priorités libanaises, comment servir ces objectifs et ces priorités nationales libanaises. Si on n'arrive pas à aboutir à cette question-là, nous serons toujours dans une situation terrible et difficile et nous serons toujours la même boîte postale, même si les acteurs changent, le jeu reste le même. Et alors, justement, qu'en est-il donc des négociations à Vienne? Donc des négociations qui sont en train d'avoir lieu sur l'accord nucléaire qui peut-être aboutira entre les États-Unis et l'Iran. Et qu'en est-il de la délimitation de la frontière maritime? Je parlerai pour la délimitation de la frontière maritime. Moi, je tenais toujours le même discours et j'insiste toujours sur le principe que la ligne de démarcation doit être la ligne 29. Oui. En droit international, il y a plusieurs précédents. Dans d'autres cas, le dernier conflit entre la Somalie et le Guinée, c'était dans ce sens-là. Et donc, ça peut aider le Liban dans ce domaine-là, ce précédent juridique et tout ça. Mais aussi, c'est clair, historiquement, légalement et tout ça, que c'est la ligne de démarcation qui part de la frontière entre le Liban et ce qui est la Palestine dans le temps. Maintenant, vous voulez discuter, vous commencez à négocier à partir de ce qui est logiquement, légalement, historiquement, votre territoire national, la ligne de démarcation entre vous et l'autre. C'est pour cette raison que je considère qu'on doit tenir bon à cette ligne et beaucoup avaient changé d'avis à cet égard.
pour aller vers la ligne 23. Vous pouvez après négocier pour trouver un compromis dans l'intérêt du Liban en premier lieu, bien sûr, mais sans céder a priori sur cette question de principe. Pour ce qui est des négociations de Vienne, je pense, beaucoup disent que cette semaine va être la semaine de clôture. Rester quelques points techniques qui soient entre bien sûr l'Iran et surtout les États-Unis qui négocient indirectement, mais tout le monde se prépare pour que les ministres des Affaires étrangères viennent à Vienne et donc signent le retour, si je peux dire, à cet accord de 5+1. Maintenant, la nouvelle donne depuis 2 jours, c'était la déclaration du ministre des Affaires étrangères russe, comme vous le savez, on parlait de ça, qui a insisté sur la nécessité que dans ce nouvel accord, il faut que les Américains acceptent de fait, officiellement, que les relations économiques sécuritaires, les échanges, les relations économiques sécuritaires, monétaires, financières, tout ce que vous dites entre la Russie et l'Iran puissent rester, ne pas être touchés par le système maintenant qui était d'être appliqué sur la Russie, de sanctions économiques et autres. Ça, c'est une donne très importante qui peut, je ne veux pas dire dérailler entièrement, mais qui peut peut-être ralentir beaucoup le processus des négociations. Un dernier point, si je peux dire, bien sûr je répondrai à n'importe quelle question concernant ce sujet. Je pense que c'est très important, loin de certaines interprétations simplistes des 2 côtés concernant cette question, le retour à l'accord de Vienne 5+1, bien protégé, bien clarifié, est plus que nécessaire, est une condition nécessaire mais n'est pas suffisante pour un retour à la stabilité au Liban. Ça aide beaucoup à la stabilité régionale, à la stabilité libanaise, mais ça ne remplace pas d'autre chose. Ce que je dis depuis toujours, qu'il faut aussi qu'il y ait de vraies avancées dans les discussions, pas encore négociations, dans les discussions iraniennes avec certains pays arabes. Il y a eu des avancées, par exemple, dans les discussions turques avec beaucoup de pays arabes avec lesquels la Turquie avait des problèmes et tout ça. Avec l'Iran, il y a eu des avancées avec certains pays, moins d'avancées avec d'autres pays, parce qu'aussi, il faut regarder au niveau régional, au niveau de la compétition et des conflits entre toutes les puissances régionales, à inclure aussi les puissances arabes, et prendre le fait que les pays arabes existent et qu'ils ont droit à la parole. Ce que j'avais dit un jour, malheureusement, depuis plus de 15 ans, ce qu'on a pu constater, et ça depuis plus de 15 ans, c'est une déarabisation de l'ordre régional arabe. C'est qu'il n'y avait plus de projection de puissance arabe. Je ne dis pas idéologique, je parle d'un minimum d'accord entre des acteurs arabes principaux sur les questions arabes et sur les priorités de cette région. Pour l'intérêt, bien sûr, c'était des 2 puissances voisines régionales, l'Iran et la Turquie. Mais c'est aux pays arabes de prendre l'initiative pour essayer de redresser l'équilibre et de travailler. Donc ça, c'est une deuxième question qui, à mon avis, est très importante. Donc l'accord de Vienne est plus qu'important, mais ce n'est pas suffisant. Je n'ai pas la même analyse que certains qui prévoient que si l'accord de Vienne va réussir, va aboutir, une certaine faction se croit gagnante entièrement au Liban, qu'elle pourra avoir même mise au Liban, et l'autre va croire qu'elle est perdante. Je pense que la situation est beaucoup plus complexe et compliquée que ça. D'accord. Alors, nous sommes tous en train de voir ce qui est en train de se passer en Ukraine. Et donc, j'aimerais avoir votre avis par rapport à la position libanaise qui a été donnée, qui a été faite il y a quelques jours à l'ONU. Oui. Bon, la position, le vote du Liban a fait partie du vote majoritaire. Pratiquement, encore une fois, tous les pays arabes, moins certains pays, la Syrie a voté contre, bien sûr. 3 pays arabes se sont abstenus, je rappelle l'Algérie, l'Irak et le Soudan. Le Maroc n'a pas participé au vote, donc la grande majorité a voté pour la résolution, une résolution de l'Assemblée générale qui est très importante, au moins pour indiquer, pour souligner quels doivent être les éléments de base, les fondements d'un règlement de ce conflit. C'est à travers le respect et l'application intégrale des principes onusiens. Donc voilà, ça c'est très important. Il y a eu la grande controverse concernant la déclaration du ministre des Affaires étrangères libanais. Cette déclaration n'a pas été faite par le ministre lui-même. Ce n'est pas lui-même qui avait décidé de ça, bien sûr. C'est l'exécutif qui l'a décidé. Qui l'a décidé, ce qui est tout à fait normal et naturel dans ce genre-là, qui a été fait. Mais encore une fois, nous restons otages
comme je dirais, aux compétitions entre les différentes factions libanaises concernant chacun qui veut plaire à un ami ici, un ami de passage parfois, un ami à long terme, Oui. pour aboutir en position. Donc voilà un tout petit peu, le tir a été rectifié avec le vote quand tout le monde a voté dans ce sens-là. 3 pays, encore une fois, arabes se sont abstenus, la grande majorité, donc le Liban a fait partie de cette grande majorité, tout en insistant aussi, comme ça a été fait au niveau de la réunion, au niveau ambassadorial de la Ligue arabe, sans condamner Pierre ou Paul, comme on dit, pour appeler pour vraiment un règlement politique et pacifique à cette question dans le cadre de l'ONU et d'après les principes onusiens. Docteur Hetté, je voudrais vous remercier pour cette intervention. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur Ici Beyrouth. Et merci à vous d'avoir suivi cette interview exclusive sur Ici Beyrouth.